Les matins de France Culture, Guillaume Erner. À l'heure d'un troisième confinement, pour l'instant repoussé, les enjeux tant politiques qu'éthiques se redessinent. Nous sommes en compagnie de Mathieu Laine. Bonjour. Bonjour Mathieu Guillaume Laine, Erner. vous êtes entrepreneur, professeur affilié à Sciences Po et vous venez de publier Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien aux éditions des Presses de la Cité. Et puis en duplex, nous sommes avec Régis Aubry. Bonjour Régis Aubry. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine et directeur du pôle vulnérabilité au CHU de Besançon. Vos commentaires, Régis Aubry, sur cette décision annoncée par le Premier ministre vendredi de ne pas reconfiner la France. C'est une décision politique. Le médecin que je suis, qui vit dans un établissement hospitalo-universitaire très touché par la Covid, avec une saturation actuelle et des perspectives qui sont inquiétantes, aurait, sur un plan de la logique sanitaire, souhaité un reconfinement pour limiter la circulation du virus. Mais c'est une décision politique et on peut comprendre la dimension politique d'une telle décision. Décision politique, il n'y a pas un pari médical, sanitaire, l'idée selon laquelle aujourd'hui on a peut-être atteint, je ne sais pas, un plateau. C'est vous le professeur de médecine, donc c'est à vous que je pose la question, Régis Aubry. Alors, vous savez, je ne vais pas donner dans des affirmations. Je trouve qu'on en a beaucoup sur un sujet où l'humilité devrait être centrale. Toujours est-il que nous, les responsables médicaux, travaillons avec des projections qui viennent de l'Institut Pasteur, des agences régionales de santé, et ces projections sont assez inquiétantes pour le mois qui vient. C'est la raison pour laquelle je tenais mes propos précédents, c'est-à-dire qu'il eût été, de mon point de vue, et du point de vue sanitaire, précautionneux de pratiquer des mesures plus restrictives. Mais alors, assez inquiétante, enfin, ne nous faites pas trop peur, Régis Aubry, parce que c'est déjà un sentiment qui prédomine, mais je veux dire, si il y a un respect des gestes barrières, s'il y a un nombre contenu de contamination, est-ce que l'on ne peut pas demeurer comme ça sur ce plateau haut, ou est-ce que ces modélisations inquiétantes tiennent compte de l'arrivée, de la diffusion du tristement célèbre variant, qu'il soit anglais, sud-africain, que sais-je encore? Alors, écoutez, le pari qui est fait par le président de la République, par le gouvernement, est effectivement de tenter de limiter par des mesures de bon sens, les mesures barrières, l'ascension de l'épidémie, qui est en partie, à mon sens, due aux variants, mais je mettrais aux variants au pluriel, parce que probablement il y en a plusieurs. C'est un pari qui est fait. Personnellement, je suis plutôt dans une logique prudente et j'aurais tendance à considérer que le risque que nous connaissons implique une responsabilité que nous devons avoir, qui est d'anticiper le pire qui puisse arriver. Je pense que tout le monde peut gérer quand ce qui arrive est mieux que ce qui était prévu. L'inverse est plus difficile. Donc ça, c'est le regard du professeur de médecine. Mathieu Laine, vous êtes entrepreneur et professeur à Sciences Po. Vous venez de consacrer justement un essai à la question de l'infantilisation des Français vis-à-vis, donc, ou dans le contexte de la pandémie. Alors là, on les appelle à la responsabilité. Votre point de vue à ce sujet? Je m'en réjouis. Je me réjouis de la décision du président Macron d'avoir fait un appel à la responsabilité, qui est le corollaire de la liberté, en considérant qu'au regard des données qu'il avait sous les yeux, il avait, comme homme politique, comme président de la République, à refuser ce que lui proposait son ministre de la Santé, à aller contre ce que lui proposait un certain nombre d'experts, et notamment le Conseil scientifique. Car la décision est politique, la décision est solitude, elle est lourde, elle est difficile, mais il a considéré, et vraiment je lui en suis gré, qu'il fallait attendre avant de mettre le pays sous cloche. Et en faisant cela,
il fait un geste fort qui me fait penser au même geste fort du mois de mai, quand au moment des réflexions sur le déconfinement, il s'est en réalité opposé à son Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, à M. Ribado-Dumas et d'autres, qui considéraient qui était son directeur de cabinet, pardon, et qui considéraient, et encore une fois, la décision est complexe, donc il n'y a pas de jugement dans les positions des uns et des autres, mais qui considéraient, eux, qu'il fallait continuer à laisser le pays fermé. Et le président de la République a décidé à l'époque, je crois qu'une bonne partie du pays en était très heureux, ou très heureuse, parce que c'était une bonne partie du pays, pardon, d'ouvrir. Alors, deux éléments, si vous me permettez. D'abord, je ne veux pas tomber dans l'ultra-crépidarianisme, comme on dit, ça je peux le dire sur France Culture, c'est-à-dire cette tendance qu'ont les uns et les autres, et nous tous en vérité, à nous prononcer sur des sujets sur lesquels nous n'avons pas de connaissances scientifiques avancées. Cela dit, il est vrai que dans un monde où nous avons, par l'effet d'une pandémie, eu à constater les excès de la précaution, et j'y reviendrai sans doute avec un certain nombre d'exemples, mais on peut déjà les citer. Vous savez, ces moments où on bâchait un certain nombre de rayons, ces moments où il fallait, comme au temps de notre enfance, rédiger un bon de sortie pour faire le tour de chez soi, etc. C'est vrai que c'est pas encore complètement terminé pour toujours. Je l'entends, j'espère tout de même qu'un certain nombre de choses, notamment la fermeture des librairies ou ce genre de choses, je pense j'espère qu'on tirera un certain nombre de leçons des échecs. Mais je ne veux pas me mettre, c'est important de le dire, je ne fais pas partie de ceux qui considéreraient, en suivant par exemple un Boris Johnson de la première heure, qu'il faudrait aller à l'immunité de groupe ou ce genre de choses. Je suis évidemment totalement, comme beaucoup de libéraux d'ailleurs, favorable quand une pandémie arrive à ce que l'État, et c'est bien son rôle, prenne un certain nombre de mesures pour freiner la progression d'un virus et pour protéger la population. Mais ce qui m'a intéressé dans ce livre, Infantilisation, c'est que nous avons découvert, ou beaucoup de gens ont découvert, parce que moi je les travaille depuis 15 ans, mais beaucoup de gens ont découvert que l'excès de précaution, ce que Gérald Bronner appelle le précautionnisme, la maladie de la précaution. Le sociologue Gérald Bronner, l'élève de Raymond Boudon, appelle le précautionnisme. Bon, l'excès de précaution, c'est-à-dire la précaution vécue comme une idéologie, comme une ambition de nous prémunir de tous les risques, a des conséquences qui sont un peu terribles sur le plan de nos libertés. Mais alors, Régis Aubry, vous êtes, vous, professeur de médecine, et vous avez en charge un pôle autonomie et handicap au CHU de Besançon. Justement, avant qu'il y ait donc cette décision de ne pas confiner, de ne pas reconfiner la France, en tout cas pour la semaine qui vient, semble-t-il, il y a eu toute une série de débats pour savoir si il n'était pas préférable de confiner les populations présentées comme vulnérables, si justement on ne pouvait pas adopter une autre stratégie parce qu'il y a aussi un autre risque, indépendamment de la pandémie, il y a le risque par exemple de la santé mentale des Français par rapport à ça et par rapport aux différents arbitrages. Quel est votre regard de médecin ? Mon regard de médecin est un regard empreint de prudence et de respect. Confiner des populations vulnérables, comme vous le mentionniez, c'est un peu ce qui a été fait lors de la première vague, avec un confinement, voire un surconfinement dans les EHPAD. Et là aussi, j'éviterai de porter le moindre jugement parce qu'en situation complexe, je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir des certitudes, mais d'essayer de rendre ces doutes féconds, si on peut dire des choses comme ça. Mais ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que le confinement de populations ciblées, pour permettre l'expression de la liberté à d'autres, le confinement en lui-même entraîne des maux qui sont dramatiques. Dans les EHPAD en particulier, nous en voyons aujourd'hui encore les suites. Le fait d'avoir limité, voire interdit les contacts sociaux, physiques, affectifs, émotionnels, a entraîné, au-delà de la toxicité du virus, une rupture du sens de la vie avec ce que d'aucuns appellent les syndromes de glissement chez les personnes âgées, c'est-à-dire des personnes qui se laissent mourir littéralement. Il y a donc un risque
à la fois à ne pas confiner et à la fois à confiner. Vous voyez, c'est très cornélien comme situation. Et en même temps, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. C'est pourquoi aussi, d'ailleurs, la question de la vaccination vient s'enfoncer comme un coin dans cette discussion. Mais c'est quelque chose dont vous parlerez probablement tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre un excès de confinement qui nuit gravement à la santé, un déconfinement total qui nuirait lui aussi à la santé globale. Ça veut dire qu'il faut respecter un certain degré de ce qui dans la vie reste essentiel pour que cela fasse sens, les relations, la communication, et les limiter, bien entendu, et peut-être, comme cela a été décidé en France, mais cela là aussi était discutable, faire privilégier les populations vulnérables dont vous parliez, je pense, et en particulier les personnes âgés, fragiles, les personnes porteurs de maladies graves, les privilégier comme des populations devant bénéficier de la vaccination pour permettre peut-être un desserrement de ce véritable étau qu'est le confinement. Bien sûr, mais en attendant, Régis Aubry, alors effectivement, vous êtes médecin, vous n'êtes pas politique, mais l'arbitrage, puisque vous évoquez à la fois les deux contraintes, c'est-à-dire le confinement et puis les souffrances qui sont causées par le confinement, qu'est-ce que vous auriez choisi ? Est-ce qu'il n'est pas possible de se dire finalement qu'on confine par exemple des jeunes, puisque ça aussi ça a été évoqué dans le débat qui a précédé l'allocution du Premier ministre. Est-ce qu'il n'est pas possible par exemple de dispenser les jeunes qui semble-t-il ne souffrent pas de ce virus? Est-ce qu'il n'est pas possible de les dispenser de ce confinement pour se concentrer sur les personnes qui, elles, ont vraiment quelque chose à risquer du virus, tant que la vaccination reste limitée encore à un petit nombre de personnes? Pour ce qui concerne les jeunes, je le vois là en tant qu'enseignant, il y a une urgence à lever pour partie et d'une manière adaptée le confinement. Il y a aujourd'hui une véritable souffrance de la jeunesse générée, alors non pas par le virus, mais par le confinement. Donc il y a presque une autre urgence en matière de santé qui est celle de redonner à la jeunesse ce qui fait sens à son existence, c'est-à-dire la relation. Il faut le faire dans une proportion, il faut faire appel à la responsabilité, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République, le gouvernement. Il faut faire appel à la responsabilité, il faut faire confiance à la jeunesse. Et il faut, parallèlement à cela, et à mesure que les vaccins se font, par exemple, dans les EHPAD, oui, parce que je suis dans une région où, par exemple, on a maintenant une couverture vaccinale dans les EHPAD qui va être satisfaisante dans les jours qui viennent. Ah, d'accord. Il va falloir donc commencer à libérer les taux du confinement dans les EHPAD. Satisfaisante, ça veut dire 100%? Je pense que dans la région dans laquelle je suis, c'est une région qui a beaucoup vacciné. On est à peut-être plus de 50%, 70%, je crois, de vaccination dans les EHPAD. Donc on commence à avoir des taux qui commencent à laisser penser qu'il serait utile. Qui offre une bonne protection. Voilà. Mathieu Laine, une réaction. Je salue ce message du professeur Aubry et j'aimerais qu'il y ait plus de professeurs de médecine qui portent ce type de message, qui n'est en partie le cas, mais pas toujours. Un certain nombre de grands médecins, vous savez, je suis d'une famille de médecins, donc je perçois beaucoup de choses à cet égard sans en être moi-même, donc j'ai un immense respect pour eux, se prennent un peu pour Knock et voudraient mettre la population au lit, toute une population au lit. C'est sûr que si on met un pays sous cloche, il n'y a plus de circulation de quoi que ce soit. Mais j'aime à entendre un grand professeur de médecine qui se préoccupe du fait de sa spécialité des plus âgés et qui se préoccupe du fait de son statut de professeur des plus jeunes, à trouver cette espèce d'équilibre que je trouve avoir que je pense avoir perçu d'ailleurs dans le discours du président de la République la dernière fois, ou dans celui d'un Jean-Michel Blanquer qui se bat depuis le début de cette pandémie pour qu'on ne ferme pas les écoles et qu'on préserve les enfants des conséquences absolument terribles de ce type de confinement ou de l'école à la maison à travers des écrans et avec des parents qui ne sont pas formés pour cela. C'est vrai que l'impact psychologique a été relevé par exemple par Patrice Huer il n'y a pas très longtemps, un pédopsychiatre dans les colonnes du Figaro. Nous le percevons tous, je le perçois aussi chez mes étudiants. Je salue aussi l'initiative d'ailleurs de Cécile Cabanis qui a lancé C20, qui est l'espèce de pétition
Nous avons signé tous, nous sommes nombreux professeurs à avoir signé une pétition dans Le Monde la semaine dernière pour en appeler à l'ouverture, évidemment respectant un certain nombre de gestes de barrières, de jauges, etc., des universités et préserver les étudiants de cette espèce d'effondrement psychique et de relation avec leurs professeurs ou leurs camarades, alors même que nous pourrions, en liberté et en responsabilité, comme le disait le professeur Aubry, trouver un moyen de se déployer dans un univers où il reste entre jeunes, en quelque sorte, et préserver les plus fragiles de leurs proches. Ou de Mathieu leurs Laine, cette décision, pour l'instant, elle a été momentanée, puisque Olivier Véran, ce week-end, expliquait que pour l'instant, on ne confinait pas, mais c'était pour le moment. Donc il y a, semble-t-il, toujours cette question. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait l'interpréter. Et on se dit que la liberté contre le virus, jusqu'ici, ça a donné les exemples américains, anglais que vous rappeliez, et donc ça n'est pas a priori une voie qui semble enviable, à moins que vous la présentiez autrement. Je suis heureux que vous m'invitiez à redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je le redis avec plus de précision, parce que c'est important de le souligner. Les stratégies que nous avons identifiées à travers le monde sont des stratégies qui, effectivement, opposent des positions qui laissent quasiment courir le virus, et d'autres qui sont plus à freiner sa circulation. Je pense que, comme le professeur Aubry d'ailleurs, je ne soutiens absolument pas les stratégies de non-confinement. Il pourrait y avoir des stratégies a priori de non-confinement avec des individus responsables. C'est vrai. On pourrait imaginer une voie moyenne qui ne serait pas nécessairement... Mais comme le disait Hayek, qui était un grand économiste libéral et sans doute un des pères, un des plus grands, si je puis dire, et sans doute faisant partie des écoles les plus libérales, en quelque sorte, pour aller vite, face à une pandémie, c'est bien le rôle de l'État que d'intervenir. Et donc, c'est trouver la mesure camusienne, de se dire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut évidemment arrêter, parce que malheureusement, nous devons faire face aux capacités limitées de nos services de réanimation. Mais, en même temps, selon la formule consacrée, faisons le maximum pour, d'une part, éviter que la vie s'arrête totalement avec toutes ses conséquences psychiques, n'y revenons pas, nous l'avons déjà dit, mais également que nous puissions avoir une espèce de éviter à tout le moins les excès d'une bureaucratie qui en réalité date de bien plus longtemps, on y reviendra sans doute, mais d'une infantilisation qui fait qu'on nous parle mal, on nous parle comme à des enfants, et la langue changeant, eh bien nous nous retrouvons en situation d'être quasiment comme étant des serfs par rapport à des gens qui décideraient à notre place. On va revenir là-dessus. Je suis vraiment hostile. Régis Aubry, vous nous avez dit il y a quelques instants que dans les EHPAD de votre région, donc j'imagine la Franche-Comté, il y avait un taux de vaccination qui était aujourd'hui assez satisfaisant. Est-ce que ça veut dire que dans les EHPAD, on va reprendre une vie normale ? C'est compliqué parce que tout le monde ne sera pas vacciné dans un établissement, tout simplement parce que certaines personnes ne sont pas vaccinées parce qu'elles ont eu la Covid dans un délai. Vous savez, il faut un délai de 3 mois pour pouvoir être vacciné après. Oui, je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi. C'est une question, à mon avis, de présence d'anticorps et peut-être de réaction vaccinale. Donc c'est une précaution. Et puis il y a aussi des personnes, ce qu'on appelle des résidents, qui arrivent, qui entrent en EHPAD et qui ne sont pas vaccinés. Donc il y aura toujours une population qui sera non vaccinée dans les EHPAD. Donc il s'agit de trouver un modus operandi entre des personnes qui sont vaccinées, chez qui, à mon avis, on peut... Parce que je vous rappelle quand même qu'à ce jour, la preuve n'est pas faite que le vaccin fasse autre chose que de protéger la personne, mais il n'empêche pas le portage du virus. Et donc, il y a toujours un risque de contamination dans l'environnement. Et donc, il y aura toujours des mesures de précaution à prendre, mais il est clair qu'une fois le risque individuel très atténué par la vaccination, il sera possible, sous réserve d'un appel à la responsabilité des proches, des soignants et des personnes âgées elles-mêmes, d'avoir un certain degré d'ouverture ou de limitation de cet isolement pour les personnes qui ont été vaccinées, tout en prenant des précautions qui seront toujours un peu drastiques pour les personnes qui ne le sont pas. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Régis Aubry, vous êtes professeur de médecine
et Mathieu Laine, vous venez de publier Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien aux éditions Presse de la Cité. Bon réveil à tous, il est 8h. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et alors pour évoquer justement ces politiques qui sont au cœur de nombreuses polémiques, il y a la politique vaccinale et notamment la politique vaccinale de la France. On en parle, nous sommes en compagnie d'un professeur de médecine, Régis Aubry, et d'un entrepreneur et professeur affilié à Sciences Po, Mathieu Laine. Vous publiez Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien, pour évoquer cette vaccination qui, en France, piétine, patine, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, lorsqu'on essaye de prendre rendez-vous pour une personne âgée, par exemple, on se rend compte qu'en ce moment même, cela est impossible, qu'il n'y a pas de rendez-vous possible, alors que au Royaume-Uni, pays que vous connaissez bien, Mathieu Laine, la vaccination progresse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, juste un mot avant de venir à cette comparaison. Beaucoup de gens critiquent régulièrement la mondialisation. On ne peut que saluer la meilleure des mondialisations, qui est la mondialisation de la science. De vaccins qui ont été trouvés par des migrants turcs travaillant avec des Allemands et des Américains, ou d'un Français marseillais parti aux États-Unis pour déployer tout cela. Nous sommes aujourd'hui, quand on compare la France et le Royaume-Uni, attention, le Royaume-Uni a raté plein de choses. Je ne suis pas en train d'idéaliser ou de diaboliser l'un ou l'autre des côtés de la Manche. Cela dit, aujourd'hui, au Royaume-Uni, il y a 13% de la population qui sont vaccinés et en France, 2,2%. C'est lié à quoi ? À plein de choses. C'est la faillite d'une espèce d'étatisme qui mélange le centralisme et le morcellement. On voit bien qu'à à la levée d'écrou, il faudra revoir pleinement l'organisation de notre santé publique qui ne fonctionne pas. Il y a plus d'un tiers de personnes qui travaillent dans la santé publique qui, hélas, ne soignent pas. Alors, évidemment, il faut bien du soutien, mais et ce n'est pas un sujet budgétaire parce que nous avons parmi les plus hauts budgets de l'Europe. Et donc, il y a bien derrière tout cela plein de gens de grande qualité, mais un système qui bloque et qui ne fonctionne pas. Sur la stratégie vaccinale, c'est vrai qu'on n'a pas fait les choses de la même manière. Matt Hancock, qui est le ministre britannique de la Santé, dès le mois d'avril, a créé une task force, comme on dit là-bas, c'est-à-dire une espèce d'équipe mobilisée très fortement pour anticiper la stratégie de vaccination. Ils ont réussi à former 80 000 personnes qui n'étaient pas des médecins et autres à vacciner. Nous avons réservé ça à des médecins. Ils sont partis dans l'idée que la pandémie coûte tellement cher tous les jours en aide d'État, etc., qu'il valait mieux acheter très cher, ou plus cher en tout cas, les doses de vaccins. Ils ont payé 37 $ la dose, donc, alors en fait, que nous, on en a payé 16 $ la dose. Donc c'est ça qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de payer plus cher. Ils ont accepté de payer plus cher pour être servis en premier. Quand on compare la France et le Royaume-Uni, c'est de la difficulté des compétitions scientifiques. Attention à ne pas caricaturer, mais enfin, ils ont trouvé un vaccin dans leur pays, nous non. On voit bien que là, on peut, en tout cas, il serait quand même un peu désagréable que la France donne des leçons au reste du monde parce qu'on ne peut vraiment pas en donner. Mais Mathieu Laine, c'est quand même un peu immoral de payer plus cher un vaccin. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'il y ait une sorte de prix unique pour l'humanité, voire deux d'ailleurs, un pour les pays qui peuvent payer comme le nôtre, un autre pour J'entends ce débat, mais dans un moment de rareté et dans un moment de course, dans un moment de recherche qui nécessite des investissements massifs, il est ainsi, et il est légitime qu'il y ait une priorité à ceux qui payent plus cher. Et ça peut paraître difficile sur le plan de la morale, mais sur le plan de la stratégie d'un pays et d'une efficacité potentielle, les doux rêveurs peuvent nous donner de bonnes leçons, mais à la fin des fins, les gens ne seront pas vaccinés. Donc si vous voulez un vaccin gratuit, vous n'en aurez pas en vérité à la fin. Donc, gratuit, mais... Non, mais en tout cas, l'idée d'aller réguler le prix du vaccin à travers le monde, alors même que derrière tout cela, vous avez des recherches et des interventions qui font que, vu les variants, il faut pouvoir adapter à toute allure, en 6 semaines idéalement, comme certains laboratoires le disent, les vaccins, pour qu'ils puissent répondre à cette tragique pandémie. Je pense qu'on peut le faire. Et cela dit, regardez bien, on ne sort pas l'argent de la poche des gens, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Même si je considère que ceux qui peuvent se le payer devraient se le payer, pour être très sincère, et ceux qui ne le peuvent pas devraient l'avoir gratuitement. On pourrait avoir ce genre de stratégie quand même. Donc, c'est une espèce de volonté à toujours donner la gratuité à chacun. Je trouve qu'on s'y perd, n'est-ce pas ? Et donc, faut pas, parce que moi, je ne suis pas libéral caricatural à dire le marché, c'est génial, et l'État, c'est absolument affreux. Non, au contraire, je pense qu'il faut trouver
comme dit le professeur Acemoglu du MIT, une espèce de corridor étroit dans lequel l'État n'est ni un Léviathan absent, ni un Léviathan despotique, mais il trouve la bonne stratégie. Et je préférerais, sincèrement, qu'on aide ceux qui en ont vraiment besoin et que les autres puissent s'offrir ce dont ils ont besoin également. On va poser la question au professeur de médecine qui est en duplex avec nous, Régis Aubry, sur la stratégie vaccinale de la France. Pourquoi ça patine ? Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que dans les EHPAD de Franche-Comté, il y avait un pourcentage substantiel de personnes vaccinées. Mais bon, pour le reste, j'imagine qu'en Franche-Comté, lorsqu'on est une personne de plus de 75 ans et qu'on cherche à prendre rendez-vous, j'imagine que là aussi, eh bien, on n'y arrive pas. Oui. Écoutez, il y a les mêmes problèmes, effectivement, en Franche-Comté qu'en France. Puis je dirais peut-être pour... La Franche-Comté fait partie de la France, d'ailleurs, professeur. Bien sûr. Non, mais je souhaite quand même attirer l'attention sur quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, et je pense que nous n'avançons pas assez autour de cette réflexion. On est face à une pandémie. On est face à quelque chose que Richard Horton, dans le Lancet, qualifie même de syndémie, c'est-à-dire une épidémie au plan international qui survulnérabilise des personnes vulnérables ou révèle des vulnérabilités. Il y a donc quelque chose de très international, très général dans cette question. Et puis là, on discute, alors je le comprends bien entendu, de priorité de certains pays producteurs par rapport à d'autres, par rapport à l'accès aux vaccins. Il y a, à mon avis, à réfléchir sur le fond, indépendamment de toute réflexion de nature politicienne, sur la nécessité absolue qu'il y a dans notre monde à faire preuve, au moins en ce moment, de forme de solidarité pour que l'on puisse vacciner partout, en tout lieu, à terme, toutes les populations, tant qu'il restera des zones, et je pense aux pays pauvres en particulier, qui ne seront pas vaccinés. Il y aura un risque d'entretien permanent de cette pandémie. Et donc, il y a lieu de se défaire de cette vision peut-être un peu libérale, y compris autour de la question de la vaccination, parce que nous avons tous tout à perdre à ne pas penser avec une vision solidaire et internationale autour de tout cela. Le vaccin est précieux, il est rare, il y a un débat à avoir sur qui, en situation de rareté, faut-il vacciner prioritairement, en même temps que l'on met en tension une autre nécessité, c'est l'équité d'accès au vaccin. On voit bien qu'il y a quelque chose de très complexe à aborder et qui ne me semble pas suffisamment abordé de cette manière. Mais alors, justement, dans les circonstances actuelles, alors sauf si les vaccinations sont aujourd'hui à un niveau extrêmement bas en Franche-Comté, quels sont les publics qu'il faudrait par priorité ou en priorité vacciner, professeur Aubry ? Alors, je fais partie de ceux qui pensent, mais je sais que cela est discuté et que c'est discutable, bien entendu, je fais partie de ceux qui pensent que le choix de prioriser les personnes âgées vulnérables en France, et en particulier les personnes qui sont dans des institutions qu'on appelle les EHPAD, est un bon choix. Je m'en explique. Et d'ailleurs, je suis membre du comité consultatif national d'éthique. Nous avions produit un avis, l'avis 128, il y a quelques années, montrant un certain degré d'incohérence des politiques d'accompagnement du vieillissement qui aboutissent à la concentration de personnes âgées, vulnérables, entre elles, dans des établissements qu'on appelle les EHPAD. Il ne s'agit pas d'une critique des EHPAD, mais une critique de la politique d'accompagnement du vieillissement, puisque le résultat de cette politique, qui est quand même assez particulière à la France, est que l'on concentre dans une unité de lieu des personnes qui sont immunodéprimées par définition. Être âgé et très âgé, c'est être immunodéprimé du fait de son vieillissement. Vous mettez un virus assez agressif dans une structure qui concentre des personnes immunodéprimées, eh bien vous avez le résultat que nous avons vu au début de la première vague, c'est-à-dire qu'il y a eu une létalité extrêmement importante dans cette population. Et donc, de mon point de vue, il apparaît raisonnable, peut-être d'ailleurs à l'égard aussi de la population moins touchée par la gravité du virus, qui est la population jeune dont on parlait tout à l'heure, il apparaît de mon point de vue en France pertinent de prioriser les personnes âgées et en priorité les personnes âgées qui sont institutionnalisées. Ça limite, à mon avis, ainsi quelque chose qui aujourd'hui est dramatique
bien, c'est le nombre de personnes âgées pour lesquelles l'accès à la réanimation est soit impossible, soit pas recommandé du tout, et qui arrivent à l'hôpital parce qu'elles présentent des formes graves, des atteintes pulmonaires de la Covid. Et donc ce sont eux, selon vous, professeur, qu'il faudrait vacciner en priorité. Une réaction, Mathieu Laine? Oui, en rebond. Je crois que nous partageons avec le professeur Aubry cette volonté que tout le monde soit vacciné à travers le monde. Mais dans sa toute dernière intervention, il dit bien qu'il faut prioriser entre différentes personnes et qu'il faut donc qu'il y ait, face à une situation de rareté, des catégories de population qui soient vaccinées avant. Eh bien, c'est la même chose dans le raisonnement que j'évoquais juste avant sur la vitesse. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas répondre aux comparaisons entre des stratégies qui mènent un pays à peu près équivalent à 13% de la population vaccinée et nous à 2%, par le simple fait qu'il faut être généreux et que tout le monde devrait être vacciné à travers le monde. C'est l'objectif à terme, mais je pense que tout le monde le partage. Après, sachez par exemple qu'en Angleterre, il y a des régions dans lesquelles on vaccine tous les jours, 24 heures sur 24. Si vous regardez les statistiques françaises, le dimanche, il n'y a quasiment pas de vaccination. Enfin, il y a un moment, il faut se poser la question. Est-ce qu'on a un sujet de vitesse? Est-ce qu'on est en guerre? La question, semble-t-il, en France, c'est une pénurie de doses. Donc, quand bien même voudrait-on vacciner jour et nuit? Ce qui répond au point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les discussions ont démarré avec les laboratoires, et jusqu'au sommet de l'État d'ailleurs, plusieurs mois avant au Royaume-Uni, alors que la France a traîné pour passer par l'Europe, moi je suis très européen, je trouve ça formidable, mais on peut être très européen et se dire la prochaine fois, en espérant qu'il n'y en aura pas, on essaiera d'aller un peu plus vite. Est-ce que vous êtes en train, Mathieu Laine, de nous dire que, par exemple, le Brexit et donc le fait de sortir de l'Europe est quelque chose qui est largement... Vous imaginez ma souffrance, je suis totalement anti-Brexit et ça me fait de la peine profonde que l'Europe s'en mêle dans les... Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Ah non, certainement pas, mais je pense que là, pour le coup, il faut tirer les leçons des autres. C'est l'avantage de la concurrence, vous savez, c'est d'aller regarder ce qui marche le mieux ailleurs. Donc, pour le coup, sur cette stratégie-là, c'est clair qu'on peut s'inspirer de ce qu'ont fait les Anglais jusqu'alors. Après, il y a un autre sujet qui intéressera beaucoup le professeur Aubry, sur lequel il a vraiment un avis expert, mais c'est le sujet du consentement. Parce que au départ, l'une des explications du temps, assumée d'ailleurs dans un premier temps par le ministre de la Santé, j'assume, disait-il, des mots à peu près équivalents, la lenteur qui est la nôtre, parce qu'il faut aussi que nous affrontions les gens, une partie de la population qui est hostile à la vaccination et qu'il faudrait essayer de convaincre. Je pense que l'intention était bonne. Je comprends évidemment qu'il faille exprimer son consentement, mais l'espèce de processus de lenteur, d'espèce de formalisme de lenteur, comme on dit en droit, qui veut que on a vraiment chaque personne qui vient doit lire un document, puis attendre, puis se prononcer avec l'esprit, le recul du temps et de la réflexion pour ensuite se dire que vraiment il va faire ou non son vaccin. Et vous savez, dans les aéroports, il y a des fast-track. Moi, j'aimerais bien au moins que ceux qui sont d'accord pour se vacciner puissent le faire le plus rapidement possible. Mathieu Laine, aujourd'hui, il y a beaucoup de vaccins qui ont été trouvés, y compris par des laboratoires souverains. Je pense par exemple au vaccin russe. Au début, il y avait beaucoup de ricanements, et puis aujourd'hui, les ricanements semblent moins importants. Même chose pour le vaccin chinois, dont on sait évidemment les liens qu'il entretient avec le pouvoir chinois. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement nationaliser les laboratoires pharmaceutiques et avoir ainsi, comme en Russie ou comme en Chine, des vaccins, alors que la stratégie libérale avec Sanofi ou avec l'Institut Pasteur, qui est un institut aujourd'hui privé, même s'il s'agit d'une fondation, montre leurs limites? Certainement pas. Regardez les vrais progrès aujourd'hui, mais après je ne veux pas comparer avec les vaccins chinois et russes, je suis absolument pas compétent pour le faire, mais je crois qu'une immense partie de la population sera ravie de profiter du vaccin de Pfizer ou du vaccin de Moderna. Et peut-être nous avons un biais occidental, peut-être. Cela dit, ce sont bien des découvertes en ARN messager de premier plan et qui sont le fruit d'une recherche à la croisée d'instances privées et d'instances publiques. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que mon idée n'est pas que nous basculions dans le schéma que vous évoquez
pour poser la question. Je ne dis pas que c'est ce que vous pensez, mais que nous soyons soit tout privé, soit tout public. En vérité, la manière dont nous devons repenser l'État sur ce sujet comme sur le reste, c'est une espèce de relation partenariale assainie entre des instances qui ne se regardent pas avec mépris. Plein de choses que nous avons ratées dans cette pandémie, notamment au tout début, c'est quand l'espèce d'hospitalocentrisme public français a refusé de travailler avec des médecins du privé, avec des infirmières du privé, avec des étudiants en médecine qui se proposaient pour le faire, ou des biologistes. Il y a une espèce d'a priori qui voudrait que parce que c'est public, c'est mieux. C'est tout aussi idiot que de dire parce que c'est privé, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Aubry ? Vous qui êtes à l'hôpital tous les jours, est-ce que, par exemple, l'idée qui consiste à dire qu'il y a trop de personnes à l'hôpital qui ne soignent pas, bref, qu'on a beau financer l'hôpital insuffisamment, mais beaucoup néanmoins, sans peut-être les résultats qu'on voudrait avoir, est-ce que c'est ce que vous constatez au quotidien ? Ce que je constate au quotidien, c'est que les hôpitaux français, tous hôpitaux confondus, travaillent à flux tendu depuis presque un an maintenant, que cette crise épidémique révèle ou en tout cas renforce le besoin de repenser assez fondamentalement notre système de santé, qui a, du fait des avancées de la médecine, beaucoup changé, alors que le système de santé est assez statique lui-même par rapport à ce que disait la personne précédente sur le lien entre le privé et le public. Ça m'apparaît une évidence. Aujourd'hui, ce à quoi nous sommes appelés, c'est, encore une fois, j'emploie le mot de solidarité entre public et privé pour pouvoir faire face à un danger qui, lui, ne choisit pas le public ou le privé. Il s'agit donc, dans les faits, de créer les possibilités et l'effectivité de collaboration entre le public et le privé. Moi, je vous rappelle quand même que dans certains hôpitaux, on est quasiment à saturation aujourd'hui. Et si l'on ne fait pas appel à ces formes de solidarité, je ferai de procès d'intention à personne pour ce qui me concerne, ni au public, ni au privé. Je pense qu'aujourd'hui, je le redis, faisons preuve un peu d'humilité plutôt que d'avoir tendance à trouver des responsables et des coupables. Historiquement, on a toujours cherché les coupables. Quand il y avait une épidémie qu'on ne comprenait pas, on est toujours un peu c'est toujours un peu du même ressort. Mais aujourd'hui, nécessité absolue de faire d'avoir une approche solidaire entre privé et public, et puis je dirais entre secteur ambulatoire et secteur hospitalier, et puis entre secteur social et secteur sanitaire. Donc jouer la complémentarité, professeur. J'ai une proposition à vous faire, Mathieu Laine, vous qui êtes plutôt libéral. Et si vous convertissiez au populisme, voire à la dictature, parce que si on prend uniquement la question du virus, les pays qui s'en sortent le mieux, je pense par exemple la Chine, sont des pays qui n'ont laissé aucune marge à la liberté individuelle et qui ont décidé d'emblée de ne pas vivre avec le virus. Est-ce que ça n'est pas préférable? Alors, ça pose un certain nombre de difficultés sur le plan des libertés individuelles. Guillaume Erner. Mais non, je reconnais aisément. Mais rhétorique. Du point de vue sanitaire, ça présente, semble-t-il, des avantages. Eh bien, c'est tout le drame, et c'est ce que j'ai essayé de porter dans ce livre. C'est que l'infantilisation est un chemin de servitude. À force de s'habituer à se retourner vers l'État pour qu'il s'occupe de tout, eh bien l'État, vous en tant que citoyen, vous désapprenez la responsabilité et la liberté, et l'État devient une espèce de machine à la fois à vous protéger de tout, et donc comme il veut vous protéger de tout, il n'arrive à peu près à rien, je caricature pour aller vite. Et donc tout cela se règle par du dégagisme. On n'est jamais content finalement, puisqu'on se retourne vers l'État pour régler nos problèmes, et puis il n'y arrive pas. Et je crains, et c'est le chapitre 5 de ce livre, qu'il y ait un chemin despotique sur le fondement de ce que vous dites. C'est qu'il y a un moment, à force d'une part de s'habituer à une intervention publique importante, à régler tous nos problèmes par la réduction de nos libertés, et d'autre part, à regarder à travers le monde ce qui marche en quelque sorte, l'efficacité du totalitarisme, eh bien on va finir par être séduit par lui. Et vous savez, Tocqueville disait qu'on va au despotisme soit par la violence, soit par l'habitude. Et donc, c'est bien ce que je dénonce, c'est qu'il y a une forme d'habitude, d'abandon des libertés depuis des décennies. Ce que nous vivons aujourd'hui, en tout cas dans ces excès, c'est la conséquence de cette espèce de dynamique-là. Et je pense bien au contraire qu'il faut pouvoir se lever, comme le professeur Aubry l'évoquait,
à repenser nos systèmes, avec la modération qui fait que depuis 300 ans, l'Occident s'est déployé plutôt bien ou plutôt mieux que par le passé, et que nous soyons capables d'allier efficacité, ce que nous n'avons pas aujourd'hui avec l'étatisme centralisé et morcelé, et la liberté. Parce que sans la liberté, à la fin des temps, je vous promets de mauvaises vies. Mais Mathieu Laine, il y a cette proposition qui a été faite en Allemagne. Alors cette fois-ci, elle n'émane pas de personnes qui soutiennent la dictature. En revanche, elle émane de personnes qui considèrent, encore une fois, qu'on ne peut pas vivre avec le Covid et qu'il faut abdiquer un certain nombre de libertés, par exemple isoler les personnes positives, parce que beaucoup de personnes positives vont continuer à circuler, par exemple obliger les individus à se tester, parce que beaucoup de personnes qui présentent des symptômes ne se testent pas, et ainsi de suite. Est-ce que dans ces conditions, un libéral comme vous ne pourrait pas abdiquer une partie de, non pas de ses convictions, parce que finalement il s'agit de les mettre au service d'une autre cause? Bien sûr, non mais encore une fois, l'idée n'est pas, quand on est un amoureux de la liberté, qui est un mot que je préfère à libéral parce que malheureusement le mot libéral est trop chargé, même si je ne le renierai pas, quand on est confronté à une situation aussi exceptionnelle qu'une pandémie, il est légitime qu'il y ait un certain nombre d'abandons provisoires des libertés et que l'on se donne rendez-vous à la levée d'écrou pour pouvoir retrouver nos libertés. Et d'ailleurs, je pense qu'il est essentiel d'y veiller parce que, quel que soit le pouvoir, la nature du pouvoir, c'est toujours de croître. Même un décroissant, il a envie que la décroissance se déploie, vous voyez, donc c'est un truc assez humain. Et donc, le Montesquieu et d'autres ont écrit des très belles pages là-dessus. Quand le pouvoir s'est saisi d'un certain nombre de libertés individuelles en disant « c'est moi qui m'en occupe désormais », eh bien, ce pouvoir a toujours un peu de mal à rendre les libertés. Et de même, les citoyens qui ont transféré beaucoup de leur liberté, c'est comme au sortir d'une prison, on a le vertige de la liberté et on est toujours un peu inquiet. Donc là, il y a un moment de fragilité potentielle et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons un certain nombre à nous lever et à défendre la liberté au soutien de l'efficacité. Professeur Aubry, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de vivre avec ce virus ou est-ce que vous, en tant que médecin, eh bien, vous observez un certain nombre de comportements qui sont des comportements pas trop irresponsables? Est-ce que la question, finalement, c'est la question de la liberté ou bien la question de la responsabilité? Je pense, et d'ailleurs je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'il y a une tension très forte aujourd'hui, un peu inédite historiquement, entre l'impératif de vivre en société. Si nous vivons, c'est parce que nous avons constitué des sociétés et que nous vivons en société. Et cet impératif pour vivre en société, mais aussi de respecter des libertés individuelles, met en tension aujourd'hui notre société de façon inédite. Il y a lieu de protéger les libertés individuelles, il y a lieu, pour protéger ces libertés individuelles, d'avoir des mesures un peu restrictives au niveau collectif. C'est toute cette tension qui est, je crois, très difficile à vivre aujourd'hui pour tout le monde, je pense, mais en particulier pour certaines populations, j'y reviens, vulnérables, celles qui n'ont pas la chance de pouvoir, alors qu'on adopte des mesures de contrainte, d'avoir un espace dans leur milieu contraint. Je pense aux plus précaires, aux personnes pauvres, et puis je reviendrai volontiers sur les personnes âgées ou les personnes handicapées institutionnalisées. Il y a donc pour moi lieu de trouver un modus operandi, marcher sur une ligne de crête. Je crois très honnêtement que c'est ce qui est fait tout de même aujourd'hui. On voit bien que de façon assez pragmatique, on avance en marchant et on voit que des décisions qui sont prises aujourd'hui seront contredites demain. Quand le président de la République dit qu'il ne veut pas encore confiner, il ne dit pas qu'il ne confinera pas. On voit bien qu'il y a un certain pragmatisme pour essayer de concilier le besoin de liberté individuelle et la nécessité d'une approche collective. Un mot de conclusion, Mathieu Laine. Je pense que le professeur Aubry sera d'accord avec moi pour dire que tout comme les écologistes ont à la dernière élection présidentielle réussi à mettre leur thème au centre et à interroger chacun des candidats sur leurs engagements au regard de leurs ambitions et de leurs propositions, j'aimerais vraiment que à la prochaine présidentielle, nous puissions interroger chaque candidat sur ce qu'ils vont faire, sur ce rapport étrange, en tout cas malade, entre l'État dans sa globalité et le citoyen et l'État. Il y a derrière tout cela une espèce de maladie dont personne ne cherche le vaccin depuis des décennies. Et si ce livre peut y contribuer un peu, j'en serais ravi.
Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien, aux éditions des Presses de la Cité. Mathieu Laine, donc. Régis Aubry, merci de nous avoir accompagnés. Vous êtes professeur de médecine et directeur du pôle vulnérabilité au CHU de Besançon.